et merci d'être là, malgré ce soleil triomphant, le soleil de Nice. Et Nice qui a attiré tellement de philosophes, surtout depuis Friedrich Nietzsche. Et Arnaud Münster, donc, qui est français et allemand, peut s'inscrire dans cette noble lignée. Niçois depuis quelques années, il a été maître de conférences pendant longtemps à l'université d'Amiens, l'université de Picardie, Jules Verne, qui se trouve à Amiens. Il est parmi ces, comme beaucoup d'Allemands, donc un penchant à la philosophie qui est presque, je dirais, depuis son plus jeune âge. Et parmi tous les philosophes qu'il a étudiés, on peut citer Jean-Paul Sartre, Albert Camus, mais également Ernest Bloch, André Gorz, Walter Benjamin, et j'en oublie. Donc je le prie de m'excuser parce que Monsieur Münster a une biographie extrêmement longue. Il est l'auteur en particulier d'une quarantaine d'ouvrages. Et donc l'un de ses derniers livres, c'est même pas le dernier parce qu'il vient d'en faire paraître un autre sur le changement climatique. C'est donc sur la notion de progrès, de catastrophe, bon, question fondamentale évidemment. Et on retrouve la grande figure de Walter Benjamin. Merci beaucoup, Mme Jean-Didier. Donc, comme il a été annoncé, cette conférence sera consacrée à la signification, au destin historico-philosophique et à la déconstruction d'un des concepts majeurs de la pensée moderne qui, né au XVIIe siècle, a incontestablement triomphé à la fin du XVIIIe siècle avec le mouvement de Lumière, avec l'encyclopédie, la Révolution française, qui a atteint son sommet au XIXe siècle, mais dont le destin au XXe siècle, siècle des grandes catastrophes de l'humanité, a été d'être de plus en plus relativisé, mis en cause, questionné, problématisé, jusqu'à devenir presque obsolète. Je retracerai l'historique de cette évolution en prenant comme témoin 4 grands penseurs du XXe siècle, dont l'œuvre est marquée par la réflexion ou bien sur le progrès ou bien sur la catastrophe. Il s'agit de Walter Benjamin, de Günther Anders, de Hans Jonas et de Jean-Pierre Dupuy, donc de 3 Allemands et d'un Français. Je voudrais commencer par quelques réflexions consacrées à la définition, aux origines et à l'étymologie du concept de progrès. Je terminerai avec des réflexions inspirées de la lecture des livres de Hans Jonas et de Jean-Pierre Dupuy, consacrés au catastrophisme éclairé. Je voudrais aussi dédier cette conférence à la mémoire de mon collègue et ami philosophe niçois André Tauzel, qui nous a quittés subitement le 14 mars dernier, et assister à ses obsèques. Donc, dès le XVIIe siècle, le concept de progrès est devenu, avec Spinoza, avec Descartes, avec Kant, Rousseau et Condorcet, le concept clé de tous ceux qui, au nom de la science, de la raison et de l'émancipation de l'humanité, de la servitude, s'opposaient aux dogmes théologico-politiques, à l'oppression, à l'obscurantisme et à l'ancien régime, identifié avec l'absolutisme de la royauté et du pouvoir de la noblesse. C'était le mot d'ordre majeur, avec celui de l'égalité, de raison et de liberté de la Révolution française, à savoir l'arme intellectuelle et politique de premier ordre dans le combat à mort pour la République, pour la citoyenneté, pour les libertés. Dans la bataille des idées, il occupait aussi, tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, une place privilégiée, opposant les défenseurs des Lumières, de la raison, de la justice, de l'égalité et de la fraternité aux forces du passé, autrement dit aux ténèbres,
aux mystiques, à l'Église, au clergé et à tous ceux qui, attachés aux valeurs conservatrices prônées par l'Église, regrettaient la chute de la monarchie, tout en combattant les acquis de la Révolution française et des citoyens éclairés. La nouvelle religion pour l'humanité que Saint Simon et le saint-simonisme ont enseigné tout au long du XIXe siècle avait pour fondement métaphysique cette croyance inébranlable dans le progrès, qui était identifiée avec l'avènement de l'ère de l'industrialisme, des sciences et d'une société du travail. Dans l'ordre nouveau dont il rêvait, chaque producteur avait sa place légitime. Le globe, transformé par l'industrie, deviendra un habitat vraiment humanisé, où l'amour des hommes entre eux devient une réalité. C'est la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme. L'association universelle devient le but politique suprême de l'humanité. Assez tôt, ce concept de progrès de Saint-Simon, Auguste Comte, etc., qui a prédominé le XIXe siècle, est-il devenu, évidemment, également au courant du XIXe siècle, l'allié privilégié du républicanisme, aussi du socialisme utopique, ainsi que de toutes les forces sociopolitiques bataillant pour une société meilleure, et notamment pour l'amélioration de la condition des ouvriers, des artisans et des classes défavorisées. Mais c'était aussi en même temps l'allié privilégié des sciences, de l'esprit scientifique moderne, déjà au XVIe ou au XVIIe siècle, avec Copernic, avec Galilée et Newton, l'esprit scientifique affirmé aussi dans le domaine de la philosophie, notamment par René Descartes, par Leibniz et par Emmanuel Kant. C'est l'alliance du progrès et de la raison. C'est l'autre concept clé majeur du XVIIe, XVIIIe siècle qui a permis la naissance du mouvement des Lumières, avec Voltaire, avec Jean-Jacques Rousseau et Condorcet en France, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec Kant, Fichte et Hegel en Allemagne. La devise de ce mouvement des Lumières était « sapere aude », oser, savoir, connaître, sans référence explicite au dogme théologique. Et ainsi, Kant, par exemple, opposait-il à la croyance aveugle au dogme religieux de l'Église l'observation empirique des phénomènes, ainsi que la logique des mathématiques, comme principe majeur d'une connaissance rationnelle qui se voulait décidément scientifique. Il est indéniable de constater que ces concepts de progrès, de science, de rationalité scientifique est largement dominé la pensée du XIXe siècle, ayant été déifié, pour ainsi dire, par Auguste Comte, le disciple secrétaire du comte Henri de Saint-Simon, fondateur d'une théorie du positivisme dont le rayonnement avait été si grand que, par exemple, le Brésil, après son indépendance, en 1818, a immédiatement inscrit le mot d'ordre contient, ordre et progrès, sur son drapeau national. Abstraction faite de sa signification physicaliste, le mot progrès désignait bien, depuis le XVIIIe siècle, progression, la progression de l'humanité, la croissance continue de son savoir, de ses capacités, du bonheur. Et en tant que processus linéaire, cumulatif, le progrès est ainsi, quelle que soit son interprétation, toujours identifié avec le mouvement historico-social vers la bonne direction qui caractérise l'humanité moderne, à la différence des temps barbares. Or, comme le souligne entre autres Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin et l'école de Francfort, en général, absolument rien ne garantit plus aujourd'hui qu'il puisse y avoir, en dépit de cette évolution linéaire, des arrêts et des interruptions du progrès, et même des rechutes brutales de la barbarie, comme cela s'est produit en Europe au XXe siècle, avec l'avènement du nazisme en Allemagne. Mais en général, la conceptualisation du progrès a toujours été accompagnée par une tentative de transformation du progrès en une praxis idéologique. Un exemple, l'esquisse
d'un tableau des progrès de l'esprit humain. Elle a été écrite par Condorcet en 1793, en pleine Révolution française, au milieu des combats et des controverses les plus violentes qu'on puisse imaginer. Or, encore un mot sur l'étymologie du mot progrès. Étymologiquement, le mot de progrès a bien ses origines dans le mot latin progressus, ou progression, d'où dérive le terme français de progrès, ainsi que le terme anglais de progress. Il est synonyme de l'action d'avancer, de la marche en avant, d'une temporalité non cyclique, d'un temps créateur, selon la définition donnée par l'Encyclopédie philosophique universelle. En allemand, cela donne le terme de progress ou germanisé, Fortgang, Fortschritt, Fortschritt surtout. Et ces termes habituellement associés en termes de perfectibilité et de perfectionnement, en allemand Vervollkommnung, Verbesserung, désignent tous un mouvement spatio-temporel vers le futur. Et c'est Emmanuel Kant qui utilise pour la première fois le terme de progrès, progress, dans son livre « Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolite » de l'année 1784. Il est étroitement associé au concept de l'histoire et à la philosophie de l'histoire universelle, ce qui permet aussi à Hegel, admirateur de la Révolution française et de Napoléon, de définir ultérieurement l'histoire universelle comme le progrès ou la progression de l'humanité dans la conscience de la liberté. Un progrès dont nous devons absolument reconnaître la nécessité, puisque pour lui, Hegel, la finalité du monde est bien la conscience de l'esprit de sa liberté, et par conséquent de la réalité de sa liberté. Schelling, qui avait été spécialement nommé à l'université de Humboldt de Berlin par le roi de Prusse pour contrer Hegel, dont la dialectique lui était suspecte, mais cependant tout de suite un bémol à ce concept, bien trop optimiste du progrès. À son avis, en soulignant qu'on ne devait pas automatiquement conclure de ce concept à la perfectibilité du genre humain, parce que les humains seraient toujours enfermés dans un cercle éternel d'action dans lequel ils se meuvent sans cesse, tel un ixion sur sa roue. Et simultanément, Schelling évoque-t-il la grande confusion à propos du problème de savoir à quelle aune le progrès devrait être mesuré, puisque d'un côté, les uns ont tendance à souligner les progrès moraux de l'humanité, tandis que les autres mettent carrément l'accent sur le progrès dans les arts et dans la science, ce qui représenterait aux yeux de Schelling plutôt une régression anti-historique. Or, pour Kant, le progrès ne s'arrête pas, car comme le philosophe de Königsberg le note dans sa seconde critique, la critique de la raison pratique, pour un être raisonnable mais fini, il n'y a pas de possible qu'un progrès à l'infini des degrés inférieurs aux degrés supérieurs de la perfection morale, aussi loin que peut s'étendre son existence, et même au-delà de cette vie. Donc fin de citation, pour Rousseau, ou Jean-Jacques Rousseau, qui refuse d'identifier progrès intellectuel et moral, l'idée de progrès est identifiée et enchevêtrée pour l'essentiel avec trois termes et concepts indissolubles. La démocratie, deux, l'individu autonome, le citoyen, et trois, l'État qui doit nécessairement se transformer en état de raison. L'homme comme sujet autonome, capable de se donner ses propres lois, est par définition même libre. Il est le maître de son destin. Et le progrès peut bien conduire, associé à une volonté générale de changement, à la révolution. Ça, c'est l'idée centrale du contrat social de Rousseau. Schelling, en revanche, c'était romantique, plutôt réactionnaire, donc loin de partager cet optimisme du progrès de Kant et de Rousseau, dont le nom est indissociable de la Révolution française. Schelling ne veut pas admettre pour sa part, en ce qui concerne le progrès,
que des petites approches ou des petits pas en direction de la finalité ultime de l'esprit du progrès envisagé par Hegel. Car toute autre chose ne serait que pure croyance, une croyance naïve. Donc, voilà. Alors, il y a donc un contre-mouvement. Et puis, alors, il y a, à la fin du XIXe siècle, évidemment, nous assistons déjà à une contre-attaque spectaculaire et à une mise en cause de la pensée du progrès de la part d'un philosophe allemand plutôt progresso-sceptique, agitant le marteau, bien connu à Nice, où il a écrit une partie de Ainsi parlait Zarathustra. Je parle de Nietzsche, qui évidemment, influencé par le pessimisme civilisationnel de Schopenhauer, rejette la philosophie du kantisme et sa croyance dans sa raison morale universelle, au nom d'un vitalisme biologique et anthropologique, et qui procède ainsi en même temps à la mise en abîme de la pensée du progrès et du progressisme des Lumières, notamment par sa théorie de l'éternel retour du même, empruntée à Auguste Blanqui, excluant toute idée d'un progrès continu réel de l'humanité. Selon le sociologue allemand Max Weber, nous devions faire la distinction entre trois dimensions du progrès. Premièrement, le progrès en tant que rationalisation du monde selon le modèle de la science moderne. Cette rationalisation, évidemment, qui imprègne de la société bourgeoise entière. Deuxièmement, le progrès en tant que rationalisation d'ordre éthique, fondée sur l'autonomie de l'individu, donc cette conception de Kant. Troisièmement, le progrès en tant que sphère des valeurs, des représentations, des sentiments. Donc ces trois sphères se regroupent, si bien que la science peut en effet asservir l'homme au nom du progrès, mais dans ce monde du désenchantement, Max Weber, la rationalité formelle, se soumettant à toutes les sphères du monde et de la vie, risque en effet de mettre en péril le monde vécu des individus et des citoyens, contraints de se comporter toujours dans une société se massifiant à cause du progrès constant de l'industrialisation, selon les impératifs d'une rationalité finalisée, Zweckrationalität, qui est celle du capitalisme moderne. Donc au début du XXe siècle, donc, le marxisme et le socialisme se sont emparés tous deux aussi de ce concept de progrès comme fer de lance idéologique pour combattre l'ordre économique et social du capitalisme moderne et de la société bourgeoise, et pour mobiliser la classe ouvrière, une partie de la petite bourgeoisie, pour un projet de société plus égalitaire, plus juste, plus fraternelle, abolissant les grandes inégalités et les injustices sociales. Et ce combat a été aussi mené par les socialistes, notamment par Jean Jaurès, au nom d'un républicanisme démocratique, patriotique et social, au nom de la laïcité et d'un projet de paix pour les pays européens, pour contrer le nationalisme belliqueux. Donc d'ailleurs, il a été assassiné pour ça par un nationaliste français à la veille de la Première Guerre mondiale à Paris. Donc, mais il y avait aussi des partis politiques de la droite et du centre, en France, en Allemagne, qui se réclamaient du progrès, mais en lui donnant un continent différent, au sens précisément de la croyance dans les bienfaits de l'industrialisme, comme dans le saint-simonisme, de la croissance industrielle, du bien-être garanti par la société du marché. Georges Sorel est à citer parmi ceux qui ont les premiers critiqué cet illusionnisme du progrès, en dénonçant le discours mou d'un État promoteur du progrès, calme et sans grandeur, d'un confort anesthésiant, d'un conformisme étouffant. Donc je cite Les illusions du progrès, Georges Sorel, 1920. Donc du côté du socialisme, le combat pour le progrès social est devenu, depuis la fin du XIXe siècle, le mot d'ordre de combat numéro 1 des programmes politiques de la social-démocratie allemande et des socialistes français, dont les deux principales composantes, les socialistes marxistes de Jules Guesde et les socialistes réformistes républicains de Jean Jaurès, ont été réunis dans un seul parti, la SFIO, en 1905.
Donc, malgré l'assassinat de Georges Jaurès par un nationaliste à Paris le 31 juillet 1914, ce programme ciblant sur le progrès social a remporté finalement la victoire par les élections en France en 1936. Et c'était la victoire du Front populaire, guidé par Léon Blum, icône du socialisme réformateur démocratique français et d'un républicanisme patriotique, qui pendant 2 ans, dans une coalition des socialistes avec le Parti radical, a mis en œuvre certaines grandes réformes sociales dont la France avait absolument besoin. Par exemple, les congés payés pour les travailleurs, comme c'était qu'un exemple. Donc, c'est l'échec du Front populaire en 1938 et celui de l'Espagne républicaine en 1939, cette victoire simultanée d'Hitler, de Franco et de Mussolini en Europe, était évidemment un terrible revers pour toutes les forces du progrès, non seulement en Espagne mais en France. Et c'est sans doute ce sentiment de l'échec, de l'impuissance, et simultanément la prise de conscience de la course de l'humanité sous la férule du fascisme vers l'abîme et vers la catastrophe, qui avait motivé Walter Benjamin à rédiger au printemps de l'année 1940, quelques semaines seulement avant l'occupation de la France par la Wehrmacht, les thèses sur le concept de l'histoire. Ces 18 thèses, à savoir ces thèses historico-philosophiques, geschichtsphilosophisch, qui, dans l'après-guerre, sont devenues les thèses philosophiques les plus connues, les plus citées de l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, en concurrençant directement, du point de vue de leur importance philosophique, les 11 thèses de Marx sur Feuerbach. Or, la critique du progrès, en tant que continuum de l'histoire, tel qu'il est défendu, non seulement par les partisans de l'historicisme, mais aussi par la social-démocratie, figure en effet au centre de ces thèses. Ce n'est donc pas du tout un hasard si Benjamin, ou Benjamin, on dit en France, nous dit en allemand, on dit Walter Benjamin, évoque dans la 9e thèse ce célèbre tableau de Paul Klee, intitulé Angelus Novus, montrant l'ange de l'Apocalypse, étendant large ses ailes, à travers lequel souffle la tempête venant du paradis, si violemment que l'ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s'élève jusqu'au ciel. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès, conclut Walter Benjamin. Donc, c'est dans la thèse suivante, la 10e, que Benjamin, le même Benjamin, explicite son interprétation de ce tableau de Paul Klee, en stigmatisant les politiciens de l'époque en qui les adversaires du fascisme avaient mis leur espoir, et qui maintenant, c'est-à-dire après la victoire du fascisme, gisent à terre ou aggravent encore leur défaite en trahissant leur propre cause. Le point de départ est, affirme Benjamin, dans cette même thèse, que la foi aveugle de ces mêmes politiciens dans le progrès, leur confiance dans le soutien massif de la base et finalement leur adaptation à un servile, à un appareil politique incontrôlable, n'étaient que les 3 aspects d'une même réalité. Donc, cette critique de Benjamin vise donc sur l'arrière-fond de la défaite du mouvement ouvrier allemand face au fascisme hitlérien en 1933 et de la défaite de la République espagnole face à Franco en 1939, elle vise surtout des dirigeants sociaux-démocrates et communistes qui avaient en effet, comme l'attestent tous les documents de l'époque, sous-estimé la dangerosité d'Hitler, en s'accrochant dogmatiquement à une théorie du progrès qui excluait a priori une telle régression de l'histoire et qui, au lieu d'organiser avec lucidité les masses dans la résistance contre le fascisme, les avait tenues dans l'illusion qu'Hitler ne serait qu'un phénomène temporaire de très courte durée. Voilà, les journaux de l'époque y attestent cela. Donc, selon Benjamin, c'est l'argumentation de la 11e thèse, c'est cette croyance aveugle dans le progrès
et un certain conformisme dès l'origine inhérent à la social-démocratie qui a contribué à cette défaite spectaculaire du mouvement ouvrier allemand face au fascisme hitlérien. Je cite, rien n'a plus corrompu le mouvement ouvrier allemand que la conviction de nager dans le sens du courant. À ce courant qu'il croyait suivre, la pente était selon lui donnée par le développement de la technique. De là, il n'y avait qu'un pas à franchir pour s'imaginer que le travail industriel, qui s'inscrit à ses yeux dans le cours du progrès technique, représente un acte politique. Le programme de Gotha porte déjà les traces de cette confusion. D'ailleurs, Marx avait critiqué ce programme, et surtout la phrase « le travail, la source de toute richesse et toute culture », en objectant que celui qui n'a que sa force de travail à vendre est nécessairement l'esclave des autres hommes qui se sont érigés en propriétaires. Mais ces critiques n'ont pas été écoutées, disons, par la social-démocratie allemande. Et c'est sur cette même ligne, dans la même logique, que Walter Benjamin s'en prend alors à cette identification du progrès avec le travail industriel, en attaquant les prises de position respectives du théoricien social-démocrate Joseph Dietzken, pour lequel le travail est le messie des temps modernes. Cette conception du travail, caractéristique d'un marxisme vulgaire, objecte et commente Benjamin, ne prend guère la peine de se demander en quoi les biens produits profitent aux travailleurs eux-mêmes tant qu'ils ne peuvent en disposer. Elle n'envisage que les progrès de la maîtrise sur la nature, non les régressions de la société. Elle présente déjà les traits technocratiques qu'on rencontrera plus tard dans le fascisme. Donc à cette conception, donc à cette vision positiviste du travail défendue par la social-démocratie allemande, et notamment par Dietzken, Benjamin préfère-t-il apparemment de loin opposer celle utopiste de Charles Fourier, à savoir les fantastiques imaginations d'un Fourier, qui ont fourni matière à tant de railleries, mais qui révèlent quand même, affirme-t-il, un surprenant bon sens. Donc, voilà, donc héritage de souvenir de grandes utopies sociales, donc sont mobilisées par Benjamin. Et donc, pour contredire cette conception du progrès, de la croyance aveugle du progrès, et donc aussi cette conception du travail. Donc, et bien qu'on puisse quand même comprendre ce jugement sévère de Benjamin, visant avant tout la social-démocratie allemande, accusée de propager un marxisme vulgaire, de s'immobiliser avec une confiance aveugle dans le progrès, dans le contexte historico-politique de l'époque, il est quand même un peu étonnant, dirais-je, que Benjamin réserve ses critiques presque exclusivement aux socialistes, aux sociodémocrates, en passant sous silence les graves erreurs commises par les communistes allemands et l'internationale communiste, dirigée par Staline entre 1929 et 1933. Ils ne sont pas moins responsables pour la victoire d'Hitler en Allemagne en 1933. La phrase critiquant en même temps la soumission sous les ordres d'un appareil politique incontrôlable est cependant une allusion assez claire à cet appareil bureaucratique du Parti communiste à l'époque de Staline. Donc, dans la 13e thèse sur le concept d'histoire, Benjamin reprécise sa critique de l'optimisme du progrès en affirmant que la social-démocratie a été guidée par une conception du progrès qui ne s'attachait pas au réel, mais émettait une conception dogmatique. Le progrès, tel qu'il se peignait dans la cervelle des sociodémocrates, dit-il, était premièrement un progrès de l'humanité elle-même. Il était deuxièmement un progrès illimité, correspondant au caractère indéfiniment perfectible de l'humanité. Il était envisagé troisièmement comme essentiellement irrésistible, se poursuivant automatiquement selon une ligne droite ou une spirale. Chacun de ces prédicats est contestable, affirme Benjamin, chacun offre prise à la critique. L'idée d'un progrès de l'espèce humaine à travers l'histoire est inséparable de celle d'un mouvement dans le temps homogène et vide, et la critique de cette dernière idée doit servir de fondement, conclut-il, à la critique de l'idée de progrès en général. Or, le progrès,
Doit-il donc vraiment, comme le suggère Walter Benjamin dans ses thèses sur le concept de l'histoire, plutôt être fondé sur la catastrophe? Cette déconstruction du progrès, ayant été si longtemps l'étendard de lumière de tous les mouvements progressistes depuis le XVIIIe siècle, n'a-t-elle pas aussi comme corollaire celle de la destruction, du moins du dépassement du concept d'histoire universelle, de l'historicisme et de celui de la raison de l'histoire de Hegel? Stéphane Moses a, je pense, tout à fait raison de souligner que la tendance générale de la pensée benjaminienne, clairement dirigée contre la conception hegelienne, selon laquelle la totalité de la souffrance dans l'histoire est transfigurée dans la positivité de l'absolu se réalisant, devient d'autant plus manifeste plus que la construction hegelienne de l'esprit du monde et l'idée de l'histoire du monde en tant que jugement du monde se brise dans la connaissance de la fragmentation chaotique de l'histoire en diverses phases et moments discontinus, dans son évolution irrésistible vers la catastrophe. Or, à ce propos, l'affinité avec Adorno est manifeste en traitant de ce même problème dans la dialectique négative. Adorno constate lui aussi que le concept de l'histoire est que le concept de l'histoire universelle, de la validité duquel la philosophie hegelienne est inspirée, presque de la même façon que la philosophie kantienne est inspirée des sciences mathématiques, est devenu d'autant plus problématique que le monde unifié s'approchait d'un processus total. En effet, il serait absurde et presque cynique, estime Adorno, de prétendre qu'il existe encore, après toutes les catastrophes du passé, un plan mondial pour la réalisation de quelque chose de meilleur se manifestant dans l'histoire. Et l'affirmation de ce pessimisme, simultanément par Adorno et Walter Benjamin, est pour ainsi dire devenue pratiquement constitutive pour ce pessimisme civilisationnel de l'école de Francfort. Dans son ensemble, il contraste évidemment avec l'optimisme militant d'Ernst Bloch, qui malgré la Shoah, malgré Hiroshima et Nagasaki, malgré l'enfer des camps de la mort nazie et celui des goulags soviétiques, n'a jamais perdu l'espoir que la construction d'un monde meilleur, sous les signes de l'espérance et de l'utopie concrète, serait possible. Le principe espérance est bien un principe malgré tout, ce qui n'a pas toujours été bien compris de la réception de l'œuvre de Bloch, la pensée de Bloch. Mais cette déconstruction du concept d'histoire universelle et de progrès, qui prédominait avec ses différentes variantes pratiquement toute la philosophie de l'histoire du XIXe siècle, mais surtout de l'école historiciste allemande de Meinecke, avait été en effet déjà préparée un peu par la critique désillusionnante de l'hegelianisme par Franz Rosenzweig, dans d'autres grands philosophes juifs allemands, dans l'Étoile de la Rédemption, en 1921, donc une déconstruction qui avait d'ailleurs emporté son auteur par la radicalité de ses propos vers l'abandon pratiquement total de Hegel, en faveur d'une adhésion à la philosophie du vieux Schelling et à un spiritualisme juif religieux qui mit définitivement fin en 1921 à son hegelianisme de jeunesse. Il existe cependant, donc fait justement signalé par Stéphane Moses, une assez surprenante analogie entre cette critique adornienne, benjaminienne du progrès. Il a mis en cause une conception positiviste de l'histoire, prétendant vouloir reconstituer le passé en accumulant les simples faits, tout en ignorant l'utopie, à savoir la qualité essentielle de l'avenir, qui est déjà évoquée dans un des tout premiers textes et essais de Walter Benjamin, à savoir dans l'essai La vie des étudiants de 1914, et qui ressurgit, pour ainsi dire, dans les thèses de 1940. Donc, et une analogie donc, que Stéphane Moses a bien caractérisée dans son livre L'ange de l'histoire de manière suivante. C'est le paragraphe le plus important. Voilà, donc premièrement, critique de l'idée du progrès en tant que fondée sur une vision linéaire et continue
temps historique. 2. Corrélation d'une telle vision avec une attitude politique de résignation à l'égard du présent. 3. Définition d'une méthode historique nouvelle tendant non plus à suivre les processus historiques de leur évolution, mais à les immobiliser, c'est-à-dire de la synchronie et de la diachronie des articulations privilégiées. 4. Identifier dans ces articulations les éléments utopiques et les évoquer sous forme d'images. Déchiffrer ce moment utopique précisément de tout ce qui, dans le passé, est venu contester l'ordre établi. Lire enfin la figure de l'utopie dans le double modèle théologique et politique du messianisme et de la révolution. Donc voilà, au Benjamin, donc, au fur et à mesure, évidemment, le dépassement critique par Walter Benjamin de toutes les positions idéalistes et positivistes de la philosophie cadre avec une conception théologico-politique de l'histoire, faisant donc une synthèse des conceptions historico-matérialistes de l'histoire avec la perspective eschatologique du messianisme juif, en privilégiant donc la recherche des moments utopico-messianiques dans le processus historique. Ce dépassement se présente en même temps comme correctif à tous les aplatissements et dogmatisations dont la philosophie de l'histoire marxiste a été elle-même l'objet, surtout à cause de la prédominance du stalinisme à partir des années 1930. Et en même temps, cette nouvelle façon de traiter l'histoire fait recours non seulement à un nouveau contexte métaphysiquement et religieusement approfondi de l'expérience, mais aussi à l'actualité du concept théologique de la rédemption. Au fur et à mesure, et ça c'est la thèse 9, où le vrai cours de l'histoire, dit Benjamin, est toujours corrélé avec son autre qui transcende la facticité historique. Un autre qui est d'origine théologique et qui peut se manifester dans le processus réel de l'histoire sous la forme de la rédemption. La tentative donc de déterminer de plus près cet élément théologique révèle avec une logique qui lui est propre qu'il y a manifestement chez Walter Benjamin l'enchevêtrement de deux traditions distinctes, donc la tradition eschatologique du messianisme juif et la tradition apocalyptique du prophétisme vétérotestamentaire qui retrouve sa reformulation de la doctrine talmudique de la fin du mal, du péché et de toutes les injustices terrestres dans l'apocalypse salutaire, avec l'arrivée du Messie, du Messia, qui inaugurera la nouvelle ère de justice et de la rédemption. Mais une troisième dimension deviendra encore transparente, du moins périphériquement, dans cette théologie benjaminienne de l'histoire. Donc il s'agit évidemment du rêve romantique et du retour à l'âge d'or, de la restauration de l'harmonie perdue entre l'homme et la nature, après la chute et l'expulsion de l'homme du jardin d'Éden. Car cette utopie romantique de la félicité semble toujours être présente en tant que souvenir d'une unité, d'une innocence ancienne perdue. S'agit-il, pourrait-on presque s'interroger, d'un restitutionnisme romantico-utopique sous couvert d'un messianisme apocalyptique? Sûrement. Donc, cette philosophie eschatologique de l'histoire est constituée, comme la littérature de Walter Benjamin le constate quasi à l'unanimité, par la présence simultanée, je dirais donc, de trois tendances, de trois éléments hétérogènes. Premièrement, donc, l'élément matérialiste historique, évidemment hérité de Marx. Deuxièmement, l'élément utopique, l'idée du bonheur. Donc, troisièmement, la dimension apocalyptique messianique, messianisme juif. Donc, tous les trois sont enchevêtrés réciproquement de telle façon que cette philosophie de l'histoire réalise, premièrement, sa prétention d'être matérialiste, avant tout par le fait qu'elle exprime l'attente, l'espérance de la révolution sociale, au moins aussi clairement que les classiques du marxisme. Et deuxièmement, parce qu'elle est sans doute utopique, dans la mesure où elle identifie, par exemple comme Ernest Bloch, la fin du règne de la nécessité et le commencement du royaume de la liberté, avec un processus irrésistible, immanent
à la dynamique historique, avec le but final de l'évolution historique, donc la réalisation du bonheur de tous, conçu comme la libre détermination de tous ceux qui travaillent et qui produisent, et comme la fin définitive, bien sûr, de toute aliénation par le travail des rapports de production. Et troisièmement, elle s'affirme comme messianique et apocalyptique, dans la mesure où, au sein même de la conception de l'histoire, l'idée marxiste-socialiste du progrès risque de s'effondrer dans l'idée de l'obscurcissement progressif de l'histoire, à l'ère de la modernité, suite à la guerre, à la dévastation, au génocide, au chaos et à la barbarie qui transforme le monde de la civilisation progressivement en un champ de ruines, comme si l'évolution historique de la rationalité, culminant dans le progrès industriel et technologique du XIXe siècle et du XXe siècle, attestait sa perversion définitive dans les diverses formes d'irrationalisme politique, faisant irruption sur la scène philosophique du début du siècle. Fait souligner par Adorno Kramer dans la dialectique de la raison. Et c'est cela l'ange de Walter Benjamin, celui du tableau de Paul Klee, cité dans la 9e thèse. Je cite, « Les yeux de cet ange sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C'est à cela que doit ressembler l'ange de l'histoire. Son visage est tourné vers le passé, là où nous apparaît une chaîne d'événements. Il ne voit, lui, qu'une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruine sur ruine et les précipite à ses pieds. » Évidemment, cette vision apocalyptique extrêmement pessimiste et catastrophiste de Benjamin, un des premiers philosophes qui a réagi, c'était évidemment son ami de l'exil, c'est le philosophe Ernst Bloch, auteur du Principe Espérance, qui, à la fin de l'introduction turinoise à la philosophie, dont je parle de Bloch, Ernst Bloch, auteur de la grande trilogie de Principe Espérance, écrite pendant son exil aux États-Unis, mais à la fin, donc, lorsqu'il arrive comme réfugié de la RDA à Tübingen en 1961, quelques jours avant la construction du mur de Berlin, donc il écrit une lettre d'introduction à une turinoise à la philosophie, où il réplique directement aux thèses de Benjamin, c'est-à-dire à cette critique du concept de progrès, à ces 18 thèses de Benjamin, il réplique sous la forme de 7 thèses. Donc, c'est cette thèse, en soulignant dans les 2 premières thèses que le concept de progrès nous est si cher parce qu'il doit toujours être l'objet d'une méthode ou d'une étude concernant sa mission sociale. Même si un usage abusif de ce concept peut toujours être fait, par exemple en tant qu'idéologie du colonialisme. Troisièmement, le concept de progrès, au lieu d'être fixé sur un modèle linéaire et homogène, a absolument besoin d'un multiversum large, c'est ça la thèse de Bloch, d'un multiversum large, élastique et dynamique, à savoir d'un contrepoint enchevêtré avec les diverses lois de l'histoire. On doit aussi percevoir et connaître le contenu du progrès réel, dans toute sa richesse et profondeur, si bien que les peuples et les civilisations du monde y trouvent leur juste place. Donc, le contenu du but n'est rien d'autre qu'un humano-autotico concrète, c'est la 10e thèse de Ernst Bloch, parce que les cultures et civilisations du passé et du présent convergent toutes dans un humanome à anticiper, n'étant encore nulle part suffisamment réalisé. Mais il est toujours présent, c'est la ferme conviction d'Ernst Bloch, de l'immanence des possibilités réelles de l'homme et de la nature. Donc, évidemment, cette thèse d'Ernst Bloch, apparemment écrite en réplique aux 18 thèses de Walter Benjamin sur le concept de l'histoire, date de l'année 1963. Elles n'ont absolument pas eu l'impact qu'elles auraient mérité. Alors que dans les années 90, on portait encore au nu Walter Benjamin, en le vénérant comme le véritable grand héros tragique des temps modernes. Cette réponse d'Ernst Bloch étant en un sens une tentative de sauvetage du concept de progrès,
pour une philosophie sociale critique, matérialiste. Donc sous la forme de cette thèse ou contre-thèse, ça a été complètement passé sous silence. Personne ne l'a lu. En France, personne ne l'a lu, je suis le seul, absolument. Donc évidemment, il n'y avait plus aucune conjoncture porteuse de cette argumentation suite à la publication de ces différenciations relatives au concept de progrès publié par Ernest Bloch en 1963. C'est-à-dire exactement 2 ans après son départ de l'Allemagne de l'Est. Il a été professeur à l'université de Leipzig, n'est-ce pas, pendant 7 ans, 1949 à 1956. Déchu de son poste, donc, à cause de ces critiques prononcées contre l'invasion de la Hongrie par les chars russes en octobre-novembre 1956. Donc, entre-temps même, on peut dire, et cela mérite d'être souligné, donc, 63, que se passe-t-il entre 1963 et 1980 donc, il s'est produit, sans nul doute, sous l'effet de cette 18thèse benjaminienne sur l'histoire, mais aussi sous l'effet des écrits de Heidegger sur la technique et les écrits de Günther Anders et de Hans Jonas, ce qu'on pourrait appeler un effondrement de la conception classique et traditionnelle du progrès en Europe, auquel le pessimisme civilisationnel de l'école de Francfort a sans doute aussi beaucoup contribué. Donc Adorno, entre pratiquement le seul héritage littéraire et philosophique de Walter Benjamin dans les années 50 et 60, a été évidemment beaucoup influencé par cette thèse. Et la dialectique négative de 1966 en est incontestablement la meilleure attestation. Mais c'est Günther Anders qui pousse, pour ainsi dire, le bouchon le plus loin, dans la contestation d'une conception du progrès qui a été pendant plus d'un siècle celle de la gauche, mais qui, après Auschwitz et Hiroshima, ne semble plus être d'actualité. Günther Anders, je l'ai rappelé dans mon livre Principe responsabilité ou Principe espérance, là, publié aux éditions de Bordelot, à Bordeaux, en 2011. Donc Günther Anders était, pour ainsi dire, un visionnaire et prophète qui ne cessa de nous rappeler dans ses ouvrages le danger imminent pour l'humanité tout entière d'une apocalypse nucléaire, et dont les écrits sont pour une grande partie le témoignage d'une conscience hautement sensible, à la fois torturée et révoltée par les crimes contre l'humanité commis à l'ère du nazisme, à cause de la complicité de la technique moderne et d'une politique racialiste devenue criminelle, et par les menaces destructrices émanant des nouvelles technologies. C'était, pour ainsi dire, une Cassandre qui, dans son chef-d'œuvre L'obsolescence de l'homme, très tardivement traduit en français, traduction paraît en 2004 seulement, ne cessait de dénoncer donc la déshumanisation de notre monde robotisé et le prométhéisme perverti de la troisième révolution industrielle, face à laquelle l'homme devient un être obsolète. Il ne cessait, en tant que pacifiste, de dénoncer le grand danger de la prolifération nucléaire, risquant de permettre un jour à un tyran fou de détruire l'humanité tout entière, provoquant le globocide, ce qu'il appelle le globocide, et bien à l'optimisme utopique, militant d'Ernst Bloch, il opposait Anders une sorte de catastrophisme éclairé, fondé sur une anthropologie négative, qui nous invite inlassablement à nous réveiller de notre sommeil dogmatique, afin que nous puissions enfin prendre conscience de ce choc de la contingence qui marque profondément l'existence de l'homme moderne à l'ère d'Auschwitz et de Hiroshima. Et cette prise de conscience de la catastrophe implique nécessairement la prise de conscience du potentiel de destructivité de l'humanité immanent aux technologies avancées de l'ère nucléaire. Anders critique ainsi la désubjectivation téléguidée de la conscience des hommes modernes, réifiée par leur travail et par le flux organisé des paroles et des images de la télévision et de la radio, qui ne pénètrent plus dans la conscience
mais garantissent seulement la mobilité de l'appareil sensoriel en transformant le domicile privé en cinéma. Les appareils qui parlent à notre place nous transforment en mineurs et en serfs manipulés par le pouvoir. Donc, selon Günther Anders, d'ailleurs qui a été le mari de Hannah Arendt, dont il a divorcé à Paris en 1936, pour Anders, la seule position de la bombe atomique rend déjà ceux qui la possèdent coupables du nihilisme ou d'un nihilisme à l'échelle globale. Et renforçant encore le scepticisme à l'égard du progrès, déjà exprimé par Walter Benjamin dans cette thèse, Anders rend effectivement l'optimisme du progrès, celui des Lumières et du XIXe siècle, responsable de cette incapacité d'éprouver l'angoisse et de penser l'apocalypse, et dans un sens plus large de cette abdication devant le nihilisme moderne. Car cette pensée du progrès a, dit-il, tout simplement éliminé la négativité. Tout ce qui était négatif était relégué dans le passé. On n'était pas préparé à une fin mauvaise, parce que ni le mal ni la fin n'existaient. L'idée d'une fin mauvaise était aussi inconcevable que l'idée d'un univers spatial fini. Défiant, comme aussi Hans Jonas, dans son livre Le principe responsabilité, la pensée messianique de l'utopie concrète d'Ernest Bloch. Anders oppose donc, avec cette pensée de l'apocalypse nucléaire, un pessimisme critique radical à l'optimisme militant du principe d'espérance, étant convaincu que la théorie blochienne d'une alliance de l'homme avec la nature et la technique est trop naïve, d'exposer le principe d'espérance, soit trop naïve et serait en outre démentie en permanence par les catastrophes causées par les technologies avancées intervenues depuis 1945. Anders n'évoque pas encore la catastrophe climatique. J'annonce mon prochain livre, dont il est déjà annoncé, paru déjà chez La Matin. Donc, il n'évoque pas encore la catastrophe climatique qui figure aujourd'hui au centre même des préoccupations et mises en garde écologistes, mais les incidents des réacteurs nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima intervenus en 1986, en 2011, ainsi que les tests nucléaires auxquels a procédé ces dernières années la Corée du Nord, semblent donner a posteriori raison aux thèses d'Anders. Et sur le plan philosophique, le plaidoyer de Hans Jonas en faveur d'une heuristique de la peur semble en effet venir plutôt au secours d'Anders dans sa polémique contre Ernest Bloch. Et cette heuristique de la peur de Jonas a évidemment inspiré, voilà, je vous Jacques, le dernier lieu, donc le philosophe français, a évidemment inspiré le philosophe et spécialiste des sciences politiques français Jean-Pierre Dupuy, qui enseigne à l'université de Stanford, en Californie, d'esquisser dans une proximité de vue assez étonnante à l'égard de l'auteur du principe responsabilité, une théorie du catastrophisme éclairé, tout à fait originelle, dont je voudrais maintenant rapidement résumer les grandes lignes. Pour Jean-Pierre Dupuy, dont les réflexions sur la catastrophe sont non seulement inspirées de la lecture des écrits de Hans Jonas, mais aussi d'événements tragiques, comme par exemple l'attentat terroriste du 11 septembre 2001 contre le World Trade Center de New York, les Twin Towers, qui avaient fait 3000 victimes. Donc depuis le temps des catastrophes, c'est dans un sens la temporalité en quelque sorte inversée. La catastrophe comme événement surgissant du néant ne devient possible qu'en se possibilisant, pour parler comme Sartre qui, sur ce point précis, aura retenu la leçon de son maître Bergson. Or, c'est bien là la source du problème. Car s'il faut prévenir la catastrophe, on a besoin de croire en sa possibilité avant qu'elle ne se produise. Si inversement, on réussit à la prévenir, sa non-réalisation la maintient dans le domaine de l'impossible, et les efforts de prévention en apparaissent rétrospectivement inutiles. Or, le 11 septembre 2001, la catastrophe inouïe a bien surgi. Le pire est arrivé. Personne ne l'avait prévu.
Elle a rendu manifeste la violence extrême que les hommes peuvent exercer les uns sur les autres. L'explosion d'une usine chimique à Toulouse, 10 jours plus tard, acheva de brouiller les cartes. Les commentateurs ne se privèrent pas d'associer les deux événements. Le principe de précaution fut appelé pour renforcer la protection contre de futures attaques terroristes. On envisagea de doubler chaque nouvelle centrale nucléaire d'une batterie de missiles sol-air, comme au centre de retraitement des déchets radioactifs de La Hague. Le survol du territoire français par l'aviation civile promettait de devenir une aventure pleine de dangers. Nous étions installés dans les temps des catastrophes. On a bien vu ainsi que la pire horreur devient désormais possible. Si elle s'est produite, objecte le bon sens, c'est bien qu'elle était possible. Ces deux catastrophes majeures, suivies 10 ans plus tard, en 2011, par la catastrophe nucléaire de Fukushima, ont réouvert le débat déjà existant sur le principe de précaution défendu, entre autres, par Hans Jonas dans son livre « Le principe responsabilité ». C'est en dialoguant avec Hans Jonas que Jean-Pierre Dupuy défend la thèse que ce principe ne peut pas vraiment être appliqué, comme le prétend Jonas. On risque même qu'il y ait quand même une urgence conceptuelle, éthique et politique. Il propose alors des réflexions normales, toujours très nourries par sa lecture de Bergson et de Jonas, étant toujours guidées par la conviction que nous devions désormais penser dans l'ombre de la catastrophe future. Concrètement, cela veut dire, par exemple, que la prochaine attaque terroriste majeure n'est plus assurable que le tremblement de terre de magnitude 8 ou plus qui engloutira peut-être San Francisco dans les eaux de la baie. Ou bien devait-on compléter à Tokyo ou à Nice dans la baie des Anges, puisque la ville la plus menacée par un grand tremblement de terre dévastateur en France, c'est bien la ville de Nice, qui a déjà connu un grand tremblement de terre de 1887 qui avait provoqué l'effondrement de beaucoup de maisons. Donc le problème est que l'on ne peut toujours pas prévoir l'avènement d'une telle catastrophe, malgré l'existence de nombreux observatoires des activités sismiques qui permettent en effet de mesurer, avec des instruments très sophistiqués, l'amplitude des secousses quand elles se produisent, mais qui ne sont toujours pas en mesure de prédire avec exactitude la date exacte de la prochaine catastrophe. Donc ce qui a été fatal, par exemple, pour les villages du centre de l'Italie, régulièrement touchés ces dernières années par les tremblements de terre, notamment le village d'Amatrice, où le séisme a fait l'année dernière 290 victimes. N'oublions pas ça. Donc, se méfiant des économistes, Dupuy penche en effet en ce qui concerne le problème du calcul du risque et de l'incertitude en faveur d'une démarche plutôt sociopolitique et éthique, où il s'agit avant tout de penser le rapport à l'incertain de la catastrophe et d'analyser les origines de cette incertitude. Il affirme avec Hans Jonas le caractère incertain de tous les pronostics à long terme, tout en soulignant que la solution n'est pas celle de Jonas parce qu'elle ne se résigne pas aux aléas des procédures collectives. Il ne pense pas qu'en l'absence de certitude, la précaution consiste à privilégier la rigueur procédurale. Et il conteste aussi le point de vue du philosophe allemand Jürgen Habermas, notamment sa théorie que la rationalité communicationnelle ne peut être pensée que sur le mode procédural et que la démocratie est avant tout l'affaire de construction d'un espace public de communication et de délibération. Donc, que veut dire incertitude? Évidemment, cela concerne, selon Jonas et Jean-Pierre Dupuy, non seulement le problème de la non-prévisibilité des catastrophes naturelles, ici en premier lieu, donc celui des tremblements et des incidents, des tremblements de terre, des incidents des centrales nucléaires. Cela concerne aussi, donc, et c'est le sujet de mon prochain livre, le changement climatique, voire le réchauffement climatique. Comme le note à ce propos Dupuy, on ne sait toujours pas si le réchauffement climatique
comme conséquence de l'augmentation constante des gaz à effet de serre présents dans notre atmosphère, provoquera ou non, à l'échelle de quelques siècles, une augmentation de température du globe de moins de 2 degrés ou de plus de 7 degrés. Parce que la différence d'impact entre ces deux conjectures est du même ordre que celle qui sépare un bobo au manteau d'un choc mortel sur le crâne. Et parce que la marge d'erreur du nombre des victimes britanniques de la maladie de la vache folle est aujourd'hui dans un rapport de 1 à 100, après avoir atteint un rapport de 1 à 1000. De quoi procèdent donc de telles incertitudes? Réponse: parce que l'univers scientifique est un univers très controversé. Ce sont les controverses scientifiques qui sont responsables de l'incertitude. Or, la démarche de Dupuy n'est pas vraiment celle d'un scientifique ou d'un partisan d'une écologie scientifique à la Bruno Latour, par exemple, ou à ceux des époux Larère. Elle est plutôt celle d'une quête philosophique. C'est celle d'un penseur rationaliste. Certains disent même d'un extrémiste rationaliste, dont le parcours exceptionnel est caractérisé par le fait qu'il a évidemment évolué de l'école polytechnique, où il a d'abord enseigné, mais la critique radicale de la société industrielle. Et c'est en tant que tel qu'il va finalement défendre, après avoir étudié en profondeur l'œuvre de Illich et de Hans Jonas, la théorie d'un catastrophisme rationnel et éclairé. Et dans les années, évidemment, 1970, il fut de ceux qui introduisirent, comme André Gortz, que j'ai bien connu, personnellement, la pensée d'Ivan Illich en France, c'est-à-dire celle du fondateur de la théorie de la convivialité, dont les réflexions concernant la science et la technique, aussi à l'école, le consumérisme et le productivisme l'ont beaucoup influencé. Donc, évidemment, Illich est aussi inconsciemment un penseur qui a beaucoup influencé le mouvement écologique dans son ensemble, non seulement André Gortz. Et Dupuy veut, apparemment, avec sa théorie du catastrophisme éclairé, approfondir le cœur même de la critique illichienne, et notamment son concept de contre-productivité et d'autonomie. Il souligne à ce propos, à juste titre, que le grand mérite d'Illich était de poser la question de l'articulation du mode de production hétéronome avec le mode de production autonome. Donc, l'hypothèse d'Illich est que la synergie positive entre les deux modes n'est possible que dans certaines conditions très précises. Si bien que, paradoxe, plus la production hétéronome croît, plus elle devient un obstacle à la réalisation des objectifs mêmes qu'elle est censée savoir. La médecine corrompt la santé, l'école bêtifie, le transport immobilise, les communications rendent sourds et muets, les flux d'informations détruisent les sens. Le recours à l'énergie fossile menace de détruire toute vie future. Hélas, l'alimentation industrielle se transforme en poison. Donc, je renvoie ce propos au débat actuel sur l'emploi systématique des pesticides dans l'agriculture. Évident que nous devons faire le nécessaire pour passer vers une agriculture écologique, sans pesticides. Mais c'est encore une fois sous la forme d'un dialogue avec Hans Jonas. Donc, Dupuy, dans le tout dernier chapitre de son livre, intitulé « La rationalité du catastrophisme », prend comme point de départ le constat amer de Jonas que nous n'accordons pas un poids de réalité suffisant à l'inscription de la catastrophe dans le futur, alors que nous devons absolument le faire. Ni cognitivement, ni émotionnellement, nous sommes touchés par l'anticipation du malheur à venir. Or, toujours selon Jonas, seule cette inscription de la catastrophe dans le futur, sur l'aspect heuristique de la peur, nous permettra de prendre réellement conscience des dangers qui nous menacent et d'adopter des mesures et des décisions rationnelles destinées à éviter ces catastrophes. Et c'est la raison pour laquelle Jonas précise et souligne que le savoir factuel de la futurologie doit éveiller en nous le sentiment adéquat pour nous inciter à l'action dans le sens de la responsabilité. Cette responsabilité est à la fois éthique, écologique et politique. C'est la représentation du malheur, c'est cette capacité de rendre visible le malheur encore invisible,
qui doit déterminer en dernière instance notre conscience de responsabilité. Par exemple, notre devoir envers la nature, l'environnement et envers les générations futures dont l'existence sur le globe est menacée, par exemple par le nucléaire et par l'augmentation constante des émissions CO2. Donc, dans le temps de l'histoire, affirme donc depuis la prévention efficace de la catastrophe, fait de celle-ci impossible, non réalisée, sorte de fantôme ontologique dont le poids de réalité est insuffisant pour soutenir la volonté de la maintenir hors du monde actuel. Donc le temps du projet lui inscrit fermement la catastrophe de la réalité de la vie. Mais au point qu'une prévention réussie ne peut que s'auto-annihiler ipso facto, pour des raisons logiques, cette fois, puisque la catastrophe, ne pouvant trouver place dans l'ensemble vide des possibles non réalisés, disparaît dans le non-être. Et évidemment, la description de cette aporie se trouve d'ailleurs au cœur même du débat, je le souligne, du débat sur la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire de la réflexion critique sur la logique du fameux équilibre de la terreur, la théorie dominante pendant toute la durée de la guerre froide. Donc c'est bien en ce domaine qu'une heuristique de la peur a eu un rôle essentiel. C'est bien dans ce domaine-là que les outils les plus sophistiqués de la pensée rationnelle ont été mis au service de la folie la plus extrême. Folie, soit-il dit en passant, qui conduisit les deux grandes superpuissances politico-militaires concurrentes, les États-Unis et l'Union soviétique, à se lancer dans cette course folle de l'armement et du surarmement nucléaire, culminant de la crise des fusées à Cuba en octobre 1962, qui a failli de nous conduire tous à une guerre nucléaire dévastatrice mondiale, déclenchée par les missiles à tête nucléaire dont chaque camp possédait à peu près le même nombre. Donc c'est pourquoi on a parlé à l'époque, à juste titre, de la logique de la MAD. MAD, ça veut dire Mutual Assured Destruction, la destruction mutuelle assurée, qui, si cela n'avait pas été évité de justesse, à tout dernier moment, vous savez, par ce coup de téléphone du président Kennedy à Nikita Khrouchtchev, aurait détruit à coup sûr toute la population des grandes villes de l'Europe, des États-Unis et de la Russie, causant un véritable globocide. C'est le terme utilisé par Gunther Anders. Donc le schéma de base est simple. Chaque nation offre aux possibles représailles de l'autre sa propre population en holocauste. La sécurité est fille de terreur. Si l'une des deux nations se protégeait, l'autre pourrait croire que la première se croit invulnérable, et pour prévenir une première frappe, frapperait la première. Donc c'est cette logique de la dissuasion et de la destruction mutuelle qui dominait la politique mondiale pendant toute la période de la guerre froide, et qui a aussi contribué à cette paix paradoxale, toujours en sursis, garantie par l'équilibre de la peur, c'est-à-dire par l'existence de deux dispositifs de fusées atomiques intercontinentaux et de boucliers anti-missiles intercontinentaux d'égale puissance. Donc, on comprend, évidemment, la condition sine qua non de possibilité de cet équilibre de la terreur était que les protagonistes furent dotés de cette rationalité minimale qui consiste à vouloir quand même vivre, vouloir un peu survivre. Donc, c'est probablement cela qui a empêché in extremis, en octobre 1962, les deux plus grands responsables politiques des deux grandes puissances militaires nucléaires du monde de donner l'ordre de déclencher la guerre nucléaire, la guerre des fusées. On est passé tout près. C'était très très juste. Très juste. La catastrophe a été évitée d'une extrême justesse, comme nous savons maintenant. Donc, alors on comprend donc mieux pourquoi Dupuy, dans son appel pour un catastrophisme éclairé, lance, lui, comme d'ailleurs Hans Jonas, un appel à la sagesse et à la rationalité des humains. Une rationalité qui, précise-t-il, va bien au-delà de leur désir d'autoconservation, c'est-à-dire de leur désir de persévérer dans l'être, selon le conatus de Spinoza. S'il s'avérait que des hypothèses sont désormais invalides, conclut Dupuy, il n'y aurait plus qu'à désespérer de la folie de l'ordre. Or, Dupuy, ça c'est intéressant, c'est un stratège militaire français du nom de Dominique David,
qui aurait dit, selon un article publié en juin 1986 dans le Christian Science Monitor, je cite, « Nous, nos sous-marins, seront capables de tuer 50 millions de personnes en une demi-heure. Nous pensons que cela suffit à dissuader quelque adversaire que ce soit. » Fin de citation. Évidemment, cela fait frémir. Mais c'est évidemment cela l'essence même de la philosophie et de la stratégie de la dissuasion. C'est dommage que les philosophes et les militaires ne se parlent pas. Sinon, ils auraient pu discuter peut-être, par exemple, du mal colossal qui s'exprime déjà dans l'intention de commettre un tel acte, ou de l'intention même de penser cela, pour des raisons tant que je ne peux pas résumer ici, bien sûr, cette grande discussion philosophique qui existe autour du mal radical, qui va de Kant jusqu'à Hannah Arendt et à Vladimir Jankélévitch. Mais évidemment, il est évident que notre force de frappe n'est pas là pour liquider 50 millions d'innocents. Elle est là pour empêcher que les conditions qui nous amèneraient à liquider 50 millions d'innocents soient satisfaites. L'intention dissuasive serait donc, comme le souligne à juste titre Jean-Pierre Dupuis, auto-invalidante ou auto-réconfortante. Mais est-ce suffisant pour soulager les angoisses de tous ceux qui redoutent quand même une apocalypse nucléaire? Pas vraiment, pourrait-on dire, avec les adversaires de la dissuasion, parce que le simple fait de rendre le pire possible, qui est déjà là, est déjà bien un mal en soi. Or, l'apocalypse nucléaire est un événement possible, et fort heureusement non réalisé, ou bien non encore réalisé, attention, vu les potentialités des armes nucléaires existantes et leur prolifération dangereuse à ce propos. La Corée du Nord et l'Iran des ayatollahs représentent toujours un grand risque pour l'humanité en dépit de toutes les tentatives de la diplomatie d'Obama de maîtriser ce risque par la voie de la négociation et celle des sanctions. Et face à ce problème de la menace nucléaire, il y a cependant une différence d'appréciation et d'analyse entre Anders et Dupuis. Le premier ayant l'auréole du Cassandre, étant convaincu que l'apocalypse nucléaire est imitable tant que nous vivons donc toujours en sursis, après Hiroshima, et en tant que le second pense que dans un monde d'États souverains doté d'une rationalité minimale, la menace nucléaire n'est pas crédible. Elle ne serait pas crédible parce qu'aucun chef d'État victime d'une première frappe, n'ayant plus qu'une nation dévastée à défendre, prendrait par une première frappe vengeresse le risque de mettre fin à l'aventure humaine, certes. Mais s'il prenait vraiment le risque, évidemment, Dupuis n'a pas de réponse à cette question, puisqu'il a la différence d'Anders et aussi de Jonas, sont catastrophiques.